Alors, on va voir effectivement l'apport que peut avoir l'épreuve d'exercice avec mesure d'échange gazeux dans le domaine de la cardiologie du sport, en tout cas dans l'exploration à l'effort de sujets qui sont symptomatiques. Alors, ça va pas être un cours sur la VO2, ce sera un peu fastidieux. On vient de faire un atelier pratique dans lequel on a déjà pas mal parlé, mais on va voir ce que l'on peut en dire. Alors, la vie du cardiologue du sport, on l'a déjà vu depuis ce matin, c'est d'être confronté à des bilans pour lesquels on vous demande votre avis. On vous dit, alors est-ce que c'est lié à la pratique sportive ou est-ce que c'est le début d'une cardiomyopathie, d'une maladie cardiaque? Alors, ça peut poser plusieurs types de problèmes, et vous le savez très bien. Les plus fréquents, c'est quand même la zone grise avec la cardiomyopathie hypertrophique, avec la cardiomyopathie dilatée en ce qui concerne le ventricule gauche, et puis la dysplasie arythmogène du ventricule droit pour ce qui concerne le ventricule droit. Je ne parle pas de la non-compaction, des anomalies coronaires ou de la non-compaction. On reverra ça un autre moment. Alors ça peut vous concerner. C'est vrai que c'est plutôt chez les sportifs de très haut niveau, donc sur certains plateaux techniques, mais on est aussi amené à porter des aptitudes chez les gens qui ont un haut niveau de pratique sportive, donc qui ne sont peut-être pas des sportifs de haut niveau, mais qui peuvent aussi avoir le même type d'anomalie. On peut avoir surtout des sportifs loisirs, et c'est vrai que c'est ça notre pain quotidien, qui veulent reprendre une activité sportive ou qui peuvent avoir quelques symptômes. Et puis surtout, on a les sportifs symptomatiques à l'effort. Et là, sans vouloir vexer personne, mais c'est vrai qu'on a quand même un large bénéfice à faire des explorations avec mesure d'échange gazeux. On va voir quelques exemples par la suite. Et puis le sportif qui a des anomalies, qui se dit asymptomatique, ça c'est aussi quelque chose de très fréquent. Et l'EFX est une des grandes indications pour avoir une mesure objective des capacités fonctionnelles, car les vrais asymptomatiques sont quand même assez rares, mais ça existe, on verra des exemples aussi par ailleurs. Et puis lorsque un sportif a une anomalie ou une caractéristique particulière pour laquelle vous n'avez pas d'explication, qui va bien et que vous le laissez continuer sa pratique sportive, et bien finalement on va le suivre et c'est aussi un bon moyen de suivi. Alors pourquoi faire une EFX, donc une exploration fonctionnelle d'exercice, plutôt qu'une épreuve d'effort simple? On va avoir une mesure objective des performances à l'effort, et vous savez tous que le pic de VO2 ou le plateau de VO2, donc le niveau de consommation d'oxygène, c'est un facteur pronostic qui est extrêmement puissant et qui va nous permettre de bien caractériser nos sujets. Ça va être aussi une aide au diagnostic et ça va participer à la prise de décision, et dans toutes les recommandations, alors j'ai pas lu les dernières, c'est vrai, mais pour le moment, on ne se mouille pas trop, c'est-à-dire que devant des anomalies, on vous dit, bah voilà, je sais pas, monsieur machin a un ventricule un petit peu dilaté, on l'autorise à faire une pratique sportive s'il a des capacités d'effort normales. Mais qu'est-ce que c'est des capacités d'effort normales pour un sujet qui fait, je sais pas, 6, 8, 10 heures de sport? On n'en a pas beaucoup d'idées, et en plus dans des sports qui sont très différents. Donc c'est vraiment un problème, et là le FX va nous permettre de participer à la prise de décision. Et puis ça peut être un outil de suivi, un outil qui peut vous amener à donner des conseils d'entraînement. Bon, généralement pas les sportifs de haut niveau, ils n'ont pas besoin de nous, on n'est pas très performants pour ça, mais des sportifs loisirs pour lesquels vous pouvez apporter. Mais j'aborderai pas ce point puisque Thierry Laporte l'abordera demain. Alors, épreuve d'effort simple, épreuve d'effort avec mesure d'échange gazeux, c'est vrai que dans l'épreuve d'effort simple qui apporte beaucoup de renseignements, en particulier sur le plan coronaire, et Hervé Edouard nous l'a montré tout à l'heure, c'est vrai qu'on a la surveillance clinique, qu'il ne faut pas oublier, on a l'électrocardiogramme, la pression artérielle, éventuellement la saturation, mais ce n'est pas dans les habitudes des cardiologues, mais on n'a pas grand-chose de plus. Dans le FX, on a tout ça, mais en plus, on va pouvoir mesurer et calculer des dizaines et des dizaines de paramètres. Alors certes, ce sont des paramètres qui sont surtout des paramètres ventilatoires, mais ces paramètres ventilatoires sont aussi modifiés dans les maladies cardiaques, dans les cardiopathies, et donc je pense qu'il peut être bien que les cardiologues se mettent à l'EFX de façon un petit peu plus systématique. C'est pas plus compliqué qu'autre chose. Alors, j'ai pris des exemples particuliers, parce qu'on ne va pas pouvoir tout traiter. Pris des exemples pour vous montrer un petit peu ce que peut apporter l'EFX dans la mesure objective des performances. Alors, déjà, mesurer de façon, je dirais, pratique des performances maximales, c'est compliqué. On l'a vu tout à l'heure
lorsqu'on a fait notre test. Un test maximal, c'est difficile, ça dépend de la volonté des sujets, ça va dépendre de leur état de forme, ça va dépendre de l'ergomètre que vous utilisez et du sport qu'ils pratiquent, qui n'est pas obligatoirement très adapté, mais on n'a pas beaucoup d'ergomètres à notre disposition pour pouvoir explorer de multiples sports. Donc on a déjà parlé un petit peu de la différence entre vélo et tapis roulant, donc on ne va pas y revenir. Et puis on va mesurer objectivement des performances en valeur absolue. On va pouvoir mettre en balance avec des performances que le sujet peut nous donner sur des pratiques sportives, alors je ne sais pas, des temps au marathon ou des choses comme ça. Et puis on va pouvoir les comparer aussi à des valeurs théoriques. Alors, on va voir comment on peut raisonner dans tout ça, mais vous verrez pardon, que ce n'est pas aussi simple que ça. Surtout, si vous suivez quelqu'un, on va pouvoir les comparer ses performances antérieures, et ça c'est un élément majeur, parce qu'une altération des performances, certes, peut être liée à l'âge, mais souvent, lorsque ça chute de façon importante, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Alors, il y a le problème des sportifs jeunes, très jeunes. J'en parlais tout à l'heure avec Aude. C'est vrai qu'on manque de normes satisfaisantes pour les enfants. Jusqu'à 13-14 ans, les normes sont quand même pas exceptionnelles. Et puis, les sujets très âgés, mais généralement pas ceux qu'on voit pour des aptitudes de la pratique de sport. Et puis, les sujets hors normes, ceux que j'appelle sujets hors normes, c'est des sujets très grands, ou qui au contraire des grosses masses musculaires, pour lesquelles là aussi on va avoir des problèmes dans l'interprétation. Alors, je me suis amusé à aller chercher des valeurs limites chez les sportifs, et j'ai trouvé une espèce de site qui donne les records de VO2, en tout cas déclarés je pense, mais vous voyez que le record de performance pour les hommes est détenu par un Norvégien qui, lors d'un championnat du monde de cyclisme, a eu des performances estimées, donc bon, 97,5 minutes kilo, c'est pas mal, je pense que ça permet de faire pas mal de choses. Et puis les femmes effectivement, elles ne sont pas en reste non plus, puisque un pic de VO2 à 78,6 minutes, ça peut aussi permettre de faire beaucoup de choses. Voilà, alors on ne va pas parler de cela parce qu'on ne les voit pas souvent. Alors, pour illustrer ça, on va prendre un exemple récent. Donc, je n'ai pas encore tous les éléments, mais va pouvoir en discuter d'un kayakiste de 54 ans. Donc, il est en V3 dans sa compétition. Donc, je ne sais pas si François Carré est là. Spécialiste du kayakiste. Si on fait un grand délit de. Si on fait un grand délit de. Voilà. Alors, il est parti courir, d'accord. Donc 1m72, 67 kg, il fait du kayak marathon, il est totalement, en tout cas il se dit totalement asymptomatique, et il s'entraîne 10 heures par semaine encore actuellement. Ça fait à peu près une dizaine d'années qu'il a une bicuspidie aortique qui a été découverte de façon totalement, je dirais, de façon fortuite, lors d'un examen d'aptitude justement, devant un souffle, et qu'il est suivi par son cardiologue. Il a un bon niveau, puisque la dernière compétition en V3, alors c'est là où je voulais avoir l'avis de François Carré, mais donc 2h41 pour les 33 km, il est arrivé deuxième au scratch, et quand même premier V3, donc il a quand même a priori un bon niveau de performance. C'était pas une compétition uniquement locale, mais il fait encore des compétitions au niveau national, donc je pense que ça doit quand même être un bon niveau de performance. Alors il y a une bicuspidie aortique qui est, là, que vous avez tous remarqué là-haut, calcifiée, avec un bon souffle systolique sans B2 à l'auscultation, et puis à l'échographie, un gradient moyen à 43 mm de mercure, et puis une hypertrophie ventriculaire gauche excentrique déjà est importante, avec un petit VG et des grosses parois. Alors quand je vois ça, je me dis, il ne doit pas être aussi asymptomatique que ça, et puis il ne doit pas être super performant quand même. Donc je vais lui faire une exploration à l'effort. On voit mieux sur l'écran que sur le PC. Alors, il s'arrête parce qu'il se dit, bon, épuisé, il a fait une vraie preuve d'effort max. D'ailleurs, quand vous voyez l'évolution de sa consommation d'oxygène, ici, on a un plateau de VO2. Alors, est-ce que c'est un plateau, une limitation de débit liée au rétrécissement aortique ou vraiment des performances maximales? Je ne sais pas. En tout cas, il doit y avoir une limitation du débit cardiaque là-haut. Il fait 250 watts. Il a une VO2 max qui est à 3 litres, ça lui fait 45,4 minutes kilo. Alors, comme ça, en valeur absolue, on se dit, ouais, bon, c'est pas exceptionnel, vous avez vu les chiffres qu'on a vus avant, c'est quand même 150% des valeurs maximales théoriques. Donc on a un sujet quand même qui est performant, et puis dans sa catégorie, il est quand même très performant. Donc je ne sais pas ce que valent les kayakistes, c'est là où je voulais avoir l'avis de François, mais en tout cas, il a des performances qui sont pas négligeables, qu'on ne trouverait pas exceptionnelles quand on a l'habitude de voir des cyclistes ou des marathoniens, mais en tout cas qui ne sont pas négligeables.
Alors, est-ce qu'on peut dire que ce sujet, si je fais l'abstraction du rétrécissement aortique, qui par ailleurs a l'air quand même très très significatif, est-ce que je peux dire que ce sujet a des performances normales ou pas? Vous voyez que c'est pas si évident que ça. J'aurais tendance à dire qu'il est quand même assez bon et que son rétrécissement aortique, même s'il est serré, ça ne le gêne pas dans sa pratique sportive, évidemment. Alors, est-ce que cette EFX m'a apporté quelque chose? Alors, sans doute pas à la décision pour le rétrécissement aortique. On a des éléments dans la littérature qui parlent de l'apport de l'EFX dans le rétrécissement aortique vraiment asymptomatique. Mais alors, quand vous regardez les études, ce sont des sujets bien sûr beaucoup plus âgés et pas du tout sportifs. Donc, on nous donne des cut-offs de valeurs qui n'ont absolument rien à voir et qui sont complètement inutilisables. C'est sûr que le pic de VO2 de 18 ml, ça ne lui correspond pas. Et surtout, on a un facteur qui est extrêmement utile dans les maladies cardiaques, dans toutes les cardiopathies, dans toutes les maladies respiratoires aussi, qui est le rapport VE sur VCO2, qui au-delà de 35 est plutôt de mauvais pronostic dans le rétrécissement aortique, donc et même chez les sujets asymptomatiques, on a plutôt tendance à les opérer. Lui, c'est à 28, donc franchement, pour le rétrécissement aortique, comme ça, on a envie de dire, bah non, il n'y a pas d'indication opératoire. Est-ce que ça a été une aide à la décision pour l'aptitude? Bon, visiblement, il peut pratiquer son sport. Est-ce qu'il peut pratiquer la compétition? On a quand même envie de dire non, mais voilà, on n'est pas toujours sûr de ce qu'on fait. Alors, je n'ai pas encore d'écho d'effort, je l'ai fait lundi. Donc, vous voyez, mais effectivement, l'épreuve d'effort avec une mesure des échanges gazeux est plutôt rassurante, je trouve, par rapport au rétrécissement aortique. Pardon? Ah, la tension est montée normalement à l'effort, il n'y a pas eu de chute tensionnelle, bien sûr. Alors, le deuxième volet dans lequel l'EFX peut avoir un intérêt, c'est le bilan d'aptitude. Alors, on ne va pas rentrer dans le débat, est-ce qu'il faut faire une épreuve d'effort? On vous l'a déjà traité juste avant. On part du principe que oui, vous allez voir des sujets qui viennent pour un bilan d'aptitude et pour lequel votre correspondant vous a demandé de faire une exploration à l'exercice. Ça a une place évidente, on l'a dit, chez le sportif symptomatique ou chez le sportif qui a des anomalies. Alors, juste pour voir quel intérêt ça pourrait avoir en plus dans l'aptitude par rapport à l'épreuve d'effort simple, je vous rapporte là un autre cas clinique, c'est un triathlète de 49 ans, il est lui aussi complètement asymptomatique. Il vient pour un bilan d'aptitude. Voilà, j'ai 49 ans, souvent c'est le passage des dizaines qui occasionne comme ça un check-up. Et puis il fait une EFX, il fait 315 watts. La théorique c'est 185 watts, donc il est quand même très performant. Il a un pic de VO2 là tout en bas, là, vous voyez 66,10 ml minute kilo. Donc il a quand même un bon niveau de performance. Puis lorsqu'on regarde le reste, on ne va pas rentrer dans les détails, sa fréquence cardiaque max est 154 par minute, ça correspond à ce qu'il a sur le terrain sur son cardiofréquence mètre. Il a un débit ventilatoire max de 20 d'effort qui est au-delà de ce qu'on attend pour sa ventilation max et sa courbe débit-volume. On l'a vu tout à l'heure, lorsqu'on est largement au-dessus des performances théoriques, on a le droit d'aller amputer ses réserves ventilatoires. Il a un facteur limitant ventilatoire, mais qui paraît comme ça physiologique, c'est une des limites du système de fourniture de l'oxygène. Et puis, quand même, il y a un électrocardiogramme dans l'épreuve d'effort. Et donc, voilà son électrocardiogramme de fin d'effort. Alors qu'il est complètement asymptomatique, on a un sous-décalage qui est quand même bien significatif, avec un sous-décalage ascendant là, en V4 de 1,8 mm, rectiligne, voire descendant, 3,8, 3,3 mm, donc quelque chose de bien marqué. En récupération, ça ne disparaît pas tout de suite. Et puis là, si on regarde le résumé, vous avez ici les valeurs de repos, là, donc les 12 dérivations. Ici, au max de l'effort, avec le fameux sous-décalage que l'on a vu. La déviation extrême qui correspond à peu près à la même chose, 155 de fréquence cardiaque, 159. Et puis en récupération, où on a quand même persistance d'un... Non, pas spécialement, mais c'était peut-être un petit peu descendant. Alors, je ne sais pas ce que vous auriez fait, et ça c'était avant que j'arrive à Grenoble. Donc ce qui a été fait, c'était de dire, voilà, l'épreuve d'effort elle est quand même très suspecte sur le plan électrique. Il est asymptomatique, il a un très bon niveau de performance, on en a déjà parlé, M. Broustet l'a rappelé aussi, c'est vrai qu'on n'est quand même pas très à risque d'avoir une maladie coronaire. Alors, mes collègues lui ont donné une contre-indication temporaire à la pratique du sport, le temps de faire des examens complémentaires, et un délit cardiologique a été pris, et étant donné que son
que le niveau de risque n'était pas très élevé. On n'est pas allé directement bien sûr à la coronarographie, mais il a eu une échographie d'effort qui s'est révélée normale. Du coup, il a repris son activité sportive, et je le revois moi il y a quelques semaines, après un infarctus. Donc le service où je travaille est juste au-dessus du service de réadaptation cardiaque. Donc en fait, quand il y a des sportifs, enfin des gens qui veulent reprendre le sport, mes collègues me les envoient. En fait, il a fait une occlusion circonflexe lors d'un triathlon longue distance. En sortant de l'eau, il se sentait quand même dans la poitrine quelque chose d'assez significatif, pas suffisamment pour s'arrêter. Il a donc continué le vélo, et puis fait son marathon. Et puis après, en récupération le soir, il s'est dit c'est quand même bizarre, j'ai toujours ce truc sur la poitrine. C'est là où il a consulté et donc où s'est enchaîné tout le reste. Alors ça évolue favorablement, il a été réadapté, aucune séquelle VG. Il a repris son activité sportive, il n'a pas de bêta-bloquant, il a uniquement un traitement par statine et par IEC. Pas de facteur de risque découvert lors du bilan. Et lorsqu'on lui refait une épreuve d'effort, il a exactement le même niveau de performance, mais il a un électro d'effort qui est cette fois-ci strictement normal. Ce qui laisse quand même suspecter que la dernière fois, il y avait quand même quelque chose d'un petit peu plus anormal. Et puis alors, du coup, je suis allé fouiller un petit peu son EFX. Alors, ce ne sont pas ses tracés à lui, parce que il y a un problème technique, je n'ai pas pu vous les montrer. Mais lorsqu'on reprend l'évolution de sa VO2 par rapport à sa puissance, on s'aperçoit, mais c'est toujours facile a posteriori, qu'en toute fin d'effort, la relation est plus tout à fait linéaire et qu'on a un petit infléchissement de la VO2. Alors, réel ou parce que je connais le diagnostic. En tout cas, cette relation non linéaire de la VO2 est une cause classique de maladie coronaire. Alors, ça prend toute sa signification chez quelqu'un qui a un électro d'effort normal. Lorsque vous avez les deux, on peut effectivement se poser la question quand même d'une ischémie myocardique et peut-être d'aller plus loin, mais là encore, on n'a pas de données dans la littérature qui permettent d'avoir une attitude franchement tranchée. En tout cas, peut-être que c'était véritablement l'ischémie myocardique et il aurait fallu aller un petit peu plus loin. Alors il y a trois choses qui permettent sur le FX de éventuellement suspecter une maladie coronaire. C'est la non-linéarité de la VO2, donc votre VO2 elle suit une pente relativement linéaire et en fin d'effort elle s'infléchit. C'est pas du tout quelque chose de physiologique, ça n'a rien à voir avec un plateau de VO2. Ça reste linéaire, mais le rapport VO2 watts, et comme on le disait tout à l'heure, qui normalement est de 10-12 mK, si chez un même, c'est une espèce d'empreinte digitale, chacun a un peu son rendement. Si ce n'est pas le même, et si un même sujet diminue son rapport VO2 watts à l'exercice, c'est probablement quelque chose qui est aussi en faveur d'une maladie coronaire. Et bien sûr, le traditionnel diminution du flux d'oxygène à l'effort, pas toujours facile à interpréter, mais qui peut être aussi important. Donc le FX peut vous apporter des éléments. Et puis le dernier volet, rapidement, c'est le sportif symptomatique. Alors c'est un apport majeur, c'est sûr, dans les bilans de dyspnée, dans les bilans d'essoufflement, plus que dans les symptômes à titre de palpitation où l'épreuve d'effort simple peut vous apporter des choses tout aussi pertinentes. Alors il y a deux types de grands diagnostics. C'est le sportif qui avance en âge, qui a un haut niveau de performance ou qui a toujours eu un haut niveau de performance et qui se plaint à un moment donné de ne plus pouvoir et d'être très essoufflé. Et c'est encore le cas, hier j'ai eu un monsieur de 83 ans qui venait parce qu'il n'arrivait plus à monter l'école dans les Alpes. Et il est quand même encore à 180% des valeurs théoriques, mais c'est sûr qu'en valeur absolue, ça ne va plus chercher très loin et il est obligé de descendre de son vélo de temps en temps. Mais en tout cas, on n'a pas trouvé d'autres facteurs limitants et je pense qu'il n'y a rien d'autre. Donc cette limitation ventilatoire liée au vieillissement du système ventilatoire, c'est une limitation mécanique et très souvent les sportifs de bon niveau vont venir vous voir et se plaindre de ça. Mais ça peut être aussi tout autre chose, et là c'est un exemple qui est assez caricatural mais qui est une histoire vraie. Une femme de 25 ans qui vient parce qu'elle a fait une syncope d'effort. Alors, pas de remarques s'il vous plaît sur le type de sport, elle fait du golf, 2-3 heures par semaine. C'est pas en golf qu'elle a fait sa syncope d'effort, c'est en courant après je sais plus quoi. Et puis quand on l'interroge, elle a des antécédents familiaux de mort subite chez sa mère quand même. Donc moi je m'attendais à trouver une cardiopathie gauche ou je ne sais quoi. Donc son médecin l'adresse directement pour une exploration à l'effort, qui est quelque chose d'assez logique puisqu'elle a des symptômes à l'effort. Alors elle se dit peu symptomatique, elle a une dyspnée d'effort comme ça à l'interrogatoire, puis l'encode quand même de façon pas très importante, 1 sur 4. Sur son électrocardiogramme, quand même, elle a un rythme sinusal, mais elle a un axe droit. Alors, obligatoirement, je vous cache des choses, parce que sinon, ça va être trop facile.
Alors, à l'épreuve d'effort, hein, voilà ce que l'on a. Donc vous avez ici ces paramètres de repos, ces paramètres au seuil ici, et puis les paramètres maximaux. Alors on ne va pas tous les voir dans le détail. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que cette jeune fille asymptomatique, elle fait 80 watts. Alors déjà, je ne vous ai pas dit, mais là-haut, elle avait une courbe débit-volume qui était franchement pas normale, avec une diminution des volumes mobilisables. Et quand j'ai vu ça, j'ai déjà diminué le protocole. Je pensais lui faire du 15 watts minute, je lui fais que du 10 watts minute, sans trop savoir ce qui allait se passer. Alors vous voyez qu'elle fait 80 watts. C'est quand même que 58% hein, des valeurs maximales théoriques. Donc elle a quand même une altération des performances. Pour quelqu'un d'asymptomatique, c'est quand même pas exceptionnel. Ça lui fait un pic de VO2 qui est à 890 ml, ça fait 19 ml minute kilo. Donc certes, elle n'est pas grosse, hein, mais ça fait quand même pas grand-chose en valeur absolue. Et quand vous faites le rapport VO2 watts, elle est à 8 ml minute par watt. Donc ça, c'est pas normal. Soit votre machine ne marche pas, ce n'est pas le cas, soit c'est une insuffisance cardiaque, ou alors il y a un autre diagnostic qui va être celui que l'on cherche. Alors, on regarde un petit peu plus loin. Elle se plaint, elle est très essoufflée quand même, hein, en fin d'effort. Là, on lui dit, mais vous êtes comme ça? Elle dit, bah non, moi, dans la vie de tous les jours, je ne suis jamais comme ça. Elle ventile 46 litres. Il lui reste 15% de réserve ventilatoire. Donc, elle a une petite limitation ventilatoire, parce que c'est moins de 20%, c'est la définition de la limitation ventilatoire, mais avoir 15% de réserve ventilatoire quand on n'est qu'à 60% des valeurs théoriques, c'est pas du tout normal. Et elle hyperventile effectivement de façon importante. Son rapport VE sur VCO2, qui est quand même un puissant élément diagnostique et pronostic dans beaucoup de maladies cardiaques et respiratoires, est au-dessus de la valeur limite que l'on fixe à 30. Et encore 30, c'est quand même déjà des gens qui sont un peu au-dessus de la norme. Et elle a un rapport VE sur VCO2 qui est à 40. Donc elle a une franche hyperventilation. Et on continue. Et alors il y a quelque chose qui n'est pas du tout normal. Et pour ceux qui étaient à l'atelier avant, ils vont avoir la réponse et la solution à ce dont on avait parlé. Donc vous voyez qu'elle a une PET CO2, donc une pression en gaz carbonique dans le gaz expiré qui est largement en dessous de la normale. Ça, c'est jamais normal. Et puis alors, lorsqu'on regarde l'évolution de cette PET CO2, elle monte un tout petit peu à l'effort, pas beaucoup. Et puis en fin d'effort, là on est à la même valeur et vous allez voir l'évolution au repos. Donc elle a une PET CO2 qui est basse au repos. Et surtout, regardez l'évolution là, en rouge, hein, pour ceux qui étaient tout à l'heure à l'atelier. Vous vous souvenez, là, notre sujet, quand on l'a arrêté, la PET CO2, elle a chuté d'un coup en fin d'effort. Là, cette remontée de la PET CO2, juste en récupération, alors c'est sûr, il ne faut pas enlever le masque à la fin, hein, c'est quasi pathognomonique de l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, quand vous avez ça, déjà l'augmentation qui n'est pas très importante, le niveau de PET CO2 qui est aussi bas au repos, c'est à coup sûr une hypertension artérielle pulmonaire idiopathique, enfin idiopathique. Ça, on ne peut quand même pas le dire avec le FX, c'est un outil formidable, mais pas à ce point-là. En tout cas, c'était une hypertension artérielle pulmonaire qui a été confirmée après échographie, etc. Et puis cathétérisme. Donc, cette EFX-là, elle vous montre deux choses. Un, méfiez-vous des gens qui se disent asymptomatiques. Et puis, l'EFX, dans l'exploration des symptômes, mais surtout des symptômes respiratoires, ça peut avoir un intérêt qui est majeur. Donc oui, Laurent, le VO2, enfin l'EFX, je dirais au sens plus large du terme, hein, parce que c'est très restricteur de dire qu'on va faire une VO2, il y a quand même beaucoup de paramètres qu'on peut regarder. C'est vraiment un complément qui est exceptionnel pour mesurer la fonction, mesurer les symptômes, et c'est pour ça que ça s'adresse essentiellement à vos sujets qui sont symptomatiques. Mais ça peut être aussi un outil de suivi de l'entraînement, de suivi de l'évolution d'une cardiopathie. Et tout ça, ce sera abordé demain avec Thierry Laporte. Voilà, je vous remercie.